Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. On va retrouver Kelly pour faire une petite cueillette botanique. Alors, je ne sais pas si on va être en direct ou pas. Ça va être en fonction de... Bonsoir Valérie. Ça va être en fonction de la météo chez Kelly parce qu'apparemment, elle me disait qu'il y avait des orages. Donc, on va voir si elle reste chez elle ou si elle est en train de se promener. Et voilà, bonsoir et coucou. Et merci d'être avec nous ce soir, de nous connecter. Et voilà, on va encore passer... Coucou Kelly, tu es là. On va passer un bon moment à découvrir la cueillette. C'est génial Valérie, je suis d'accord avec toi. C'est super chouette. Et là, on est avec une experte, donc ça tombe plutôt très bien. Salut Nathalie. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Bah écoute, deuxième live ensemble, hein? Oui, Le premier improvisé et le deuxième orchestré, organisé et, et calendrier. Je ne sais pas voilà, comment on pourrait dire. Et planifié. planifié. Voilà, merci le mot juste. Ça y est, O'Malley qui commence. Dis-moi, orage ou pas alors? Orage, gros, c'est la tempête. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Mais comme je l'ai vu arriver, je suis allée quand même au jardin, j'ai cueilli quelques plantes. Génial. Donc on pourra presque faire de la cueillette en direct. On va dire qu'on y est, hein, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai vérifié un petit peu la météo de ton côté, mais non, apparemment, vous êtes carrément sous la pluie. Oui. Ouais, ok, c'est la vie. Mais là, ça n'arrête pas. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas eu de pluie. Ouais. Et voilà. Et c'est la journée de pluie. Non, non, juste depuis 18 h, ça a commencé à tout se couvrir et là, ça Ok, fait quelques ok. minutes. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Voilà, On a choisi la bonne date. Voilà. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux peut-être un peu raconter ton parcours? Bon, je sais qu'on en avait déjà parlé au dernier live, mais bon, les gens ne regardent pas tous les lives non plus, et puis tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets, entre guillemets. Oui. Et puis, ils se souviennent pas forcément de tout le monde non plus. Exactement. Donc, je vais bien faire une courte présentation. Alors, moi, j'ai d'abord commencé ma formation sur les plantes en formation universitaire. Mhm. J'ai passé un doctorat en biologie des plantes. Plus particulièrement sur les arômes du cacao. Et puis, j'ai pas voulu continuer dans la recherche pour diverses raisons. Et j'ai commencé à me former en parallèle à Oui. l'herboristerie. Et pendant le début de mon parcours à l'herboristerie, j'ai eu une petite piqûre de rappel au sujet des fleurs de bac. Et donc, j'ai aussi décidé de me former aux fleurs de bac auprès de toi, Nathalie. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, j'ai fait le niveau 1 et 2 auprès de Nathalie. Voilà. Un à distance Euh, et un en le- présentiel. Ouais. exactement. Et puis, donc là, je viens de finir ma deuxième année d'herboristerie auprès de l'école Inderplan, qui est une des 5 écoles qui fait partie de la Fédération française des herboristes. Ok. Et donc, il me reste une année pour vraiment valider le certificat et être officiellement conseillère en herboristerie. Ok. Et voilà. Et donc, en attendant, j'ai quand même créé mon entreprise et j'organise des sorties botaniques pour avoir plus d'autonomie sur les cueillettes sauvages. Et j'organise aussi des ateliers autour des plantes médicinales pour apprendre à les transformer. Ok. Et du coup, ta région, c'est Montpellier-Forcalquier, hein, c'est ça? Voilà, alors j'ai déménagé là depuis septembre à Vers-Forcalquier, donc dans les Alpes de Haute-Provence, et je reviens quand même fréquemment à Montpellier. Donc pour l'instant, toutes les sorties, les ateliers se font autour de Forcalquier, mais il est prévu que j'en organise aussi autour de Montpellier. J'ai eu des demandes, donc voilà, ça sera fait. Ouais, c'est cool. Et du coup, comment tu approches ton activité autour de ta posture de docteur en biologie des plantes
Et là, l'herboristerie, c'est pas la même approche. En même temps, c'est quand même, c'est de la science, les plantes, hein. Donc, c'est d'une logique implacable. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, quand tu es docteur en biologie, tu n'as pas, entre guillemets, les mêmes débouchés qu'un herboristerie et un conseiller en herboristerie. Donc, comment tu t'accordes avec ça dans cette complémentarité des... Bah, le doctorat m'a vraiment amené une approche scientifique, une rigueur, la possibilité aussi de pouvoir vérifier tout ce qu'on me dit par des sources scientifiques, par des publications scientifiques. Il faut savoir que les publications scientifiques, elles sont accessibles à tous, mais on n'est pas forcément en fait capable de savoir les lire et les interpréter. Et puis tout le monde ne sait pas non plus où les chercher. Oui. Euh, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et puis la plupart des publications sont en anglais. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe. Et je pense que effectivement, avec un doctorat, en fait, ce que je peux faire, c'est enseigner déjà à la fac, mais aussi en lycée et en collège. Et puis le doctorat m'ouvre aussi les portes de la recherche, bien sûr, et d'être chercheur. Moi, j'ai fait le choix de pas être chercheur et d'être auto-entrepreneuse. Et donc voilà, ça m'aide quand même, ça m'ouvre beaucoup de portes en vrai ce doctorat. Et puis par rapport à l'herboristerie, en fait, ce que ça m'apporte aussi, c'est que j'ai cette vision et cet esprit un peu critique scientifique sur tout ce qui nous est donné comme information. Et parfois, certaines informations sont pas forcément vérifiables. Donc, c'est vrai que je suis parfois un peu entre, enfin voilà, un peu partagée sur d'une part ce qu'on a comme information traditionnelle, on va dire, et puis ce qui a été prouvé par la science, sachant que les scientifiques n'ont pas forcément tout regardé, et c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques que ça ne marche pas ou que Merci. Eh oui, non, mais tu vois, c'est ouais. toujours le paradoxe de. Alors, je remets pas du tout en cause tes études de docteur, Oui, bien sûr. parce que voilà, tu as passé un doctorat et ça a du sens, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement, c'est très délicat de donner absolument enfin, d'ouvrir complètement les vannes sur la science et puis en même temps de dire bah non en fait là c'est pas scientifique donc c'est pas possible et on peut pas non plus être complètement dans le farfelu du ok c'est que de l'énergétique sans des fois aussi pas forcément prouver mais de dire ok c'est aussi validé et oui bien sûr tiens à ce propos au sujet de l'énergie il y a eu telle et telle étude qui est intéressante et qui pourrait abonder dans ton sens en fait c'est juste une question aussi de d'équilibre j'imagine. Mais il y a clairement une question d'équilibre, il y a clairement une question aussi de lobby, hein, parce Oui. que ça arrange pas forcément certains lobbies qu'il y ait des preuves sur l'efficacité des plantes, hein, clairement. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas facile. Après, la science, c'est aussi Bien sûr. l'expérimentation. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'article scientifique sur le sujet. Déjà, s'il n'y a pas d'article scientifique, ça peut être deux possibilités. Soit personne s'est intéressé au sujet et donc personne n'a travaillé dessus et n'a sorti de résultats, ou soit il n'y a pas eu les résultats attendus et donc ça n'a pas été publié. Ouais. Mais pour les plantes, en général, c'est qu'on n'a pas travaillé dessus. Ouais, Enfin, ouais, parce que clairement. tu vois, quand je t'entends, après, dis-moi hein, si je me Mm, trompe, Kelly, mais tu vois, dans la phrase que tu viens de prononcer sur les études avec des résultats attendus, est-ce que des fois on n'est pas surpris dans la science aussi à avoir des résultats qui ne sont pas attendus et qui sont justement les résultats que la plante apporte et que l'homme décide d'avoir une attente et que finalement, bah non, c'est pas toi qui décides, pétard. La plante, elle a aussi des vertus. Tu vois ce que, parce que quand tu me parles, j'ai évidemment tous ces savoirs ancestraux, alors de plantes endémiques dans chacun des coins du monde, parce que là, il y a science de moi dans mon bureau, machin, j'ai décidé que mm. telle plante était ok parce que c'est moi qui décide là, parce que je suis en Europe bidule, mais je veux dire, le mec qui est au fin fond de la pampa dans un autre pays, il aura aussi d'autres vertus, d'autres connaissances. Et je trouve que il y a tout ça. Et en plus, ce qui me gêne aussi, des fois, c'est, tu sais, ben, tu connais mon discours hein, sur l'effet placebo, nocebo, dont je parle beaucoup dans les cours aussi, avec les études scientifiques ou pas scientifiques qui ont existé autour des fleurs de bac, surtout pas scientifiques, puisque Bach le dit, c'est pas de la science. Mm. Mais c'est des fois de se dire, alors que fleurs de bac ou pas,
Ok, on a fait une étude sur 15 personnes, sur un échantillonnage de 15 effets placebo, machin, randomisé. Il n'y en a que 12 qui l'ont pris. Et donc, sur les 12, de 17 à 22 ans, sur un échantillonnage d'un embryon de machin, bidule. Et donc, on constate que, ok, mais je veux dire, enfin, le panel, des fois, je comprends pas. Je me dis, mais comment on peut arrêter un truc sur des fois, un truc qui est tellement court et tellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, en général, on multiplie les analyses et que quand on tient vraiment compte de ce qu'on appelle une multi-analyse, en fait. Et on a besoin, un panel de 12 personnes, en fait, c'est pas du tout représentatif. Alors c'est bien, c'est un début de quelque chose, c'est Mais une bon. piste pour quelque chose, mais c'est absolument pas représentatif. Et ça, l'échantillonnage, en fait, c'est super important. Et il y a plein aussi d'articles scientifiques et qui sortent et qui sont pour autant pas ultra fiables en fait. On est d'accord? C'est aussi ça qui est. On est totalement d'accord. Et moi, ça fait un peu partie du pourquoi je vais pas Parce que là, continuer je dans me la dis, mais recherche. tu vois, Et parce que des fois, en fait, on atteint un résultat et des fois, bon, bien sûr, c'est pas tous les chercheurs. Et il y a des chercheurs qui sont très bien et qui bien font ça sûr, très bien c'est pas et une voilà. généralité, hein, Mais c'est mon ressenti. Donc, voilà, c'est pas, non, mais c'est juste, je préfère mes préciser quand propos même, ne c'est sont pas pas du tout pour, scientifiques non plus, tu vois ce que je veux dire, hein, mais c'est pas, mais ce qui va suivre non plus, c'est pas pour dénigrer la science, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont tendance à vouloir arranger un peu les résultats pour que ça suive leur hypothèse, pour que ça aille dans leur sens. Et voilà. Et ils ont aussi tendance à vouloir tout contrôler et tout comprendre. Et en fait, on n'est pas on n'est pas supérieur au point de pouvoir contrôler toute la nature et comprendre toute la nature. Et moi, j'ai une professeure que j'ai eue à la fac qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a dit un jour, parce que justement, en étant étudiante, j'essayais de tout comprendre et d'avoir, voilà, et qui m'a dit, mais en fait, à un moment donné, il faut lâcher parce que on n'est pas en capacité dans une vie de tout comprendre et de tout savoir. Et donc, des fois, il faut accepter ces zones d'ombre et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais voilà, c'est comme ça, faut lâcher. Et je pense que ça, en fait, les fleurs de bac, c'est exactement ça. Pour l'instant, on n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe. Moi, je suis pas capable de dire, ben voilà, comment ça marche. Mais ça marche parce que ouais. à chaque fois que je l'ai expérimenté, ça a marché. Et puis en fait, tant pis du comment ça marche. En fait, l'important c'est que ça fait du bien à énormément de personnes et je pense que c'est le plus important. Moi, je dirais presque tant mieux, tu vois, des Mm. fois, quelquefois, parce que ça s'appelle l'humilité aussi. Et pour revenir à ton enseignant voilà, qui t'a beaucoup inspiré à la fac, je trouve que le parcours d'Edouard Bach, qui est médecin, immunologiste, bactériologiste, Ouais. c'est un imminent scientifique qu'ils nous disent, voilà, j'ai dû brûler mes travaux et que les assistants ne puissent pas intervenir, récupérer trois, quatre feuilles pour pas que ça brûle et de se dire, de toute façon, mes recherches n'ont aucun intérêt. Ce que je voulais, c'est ça, point barre, avec l'écriture qu'il a fait de son livre. Bah, ça nous remet dans une posture, je trouve, d'une grande simplicité, tout comme les plantes qui sont autour de nous, qui requièrent tellement de pouvoir, de sagesse, de connaissance, de tradition, de tradition aussi orale, hein, parce qu'il y a beaucoup de peuples. Bah, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'île de la Réunion. Martinique, Guadeloupe, c'est pareil, il y a plein de plantes endémiques avec une connaissance de bouche à oreille qui n'est pas scientifique, mais qui fonctionne très très bien et qui est pas aussi que bah, mon arrière-grand-mère me faisait ça, tu vois, c'est aussi après, voilà, les hommes l'ont récupéré aussi. Et donc, je trouve que ça reste très simple et c'est vraiment super chouette aussi comme ça. Et je pensais à un autre truc, mais je sais pas, ça m'a échappé, mais bon, c'est pas très grave. Et bon, ça va revenir. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, les traditions, c'est super important parce qu'en fait, si ça a perduré pendant les âges, c'est qu'aussi il y a quelque chose qui fonctionne et on l'a peut-être pas encore prouvé, mais ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que c'est super important. Enfin, moi, j'ai aussi fait cette formation en herboristerie pour récupérer les savoirs traditionnels qui se perdent, parce que la tradition, pour moi, c'est super important On est d'avoir ces connaissances-là complètement. et qu'elles se perdent pas, en fait, et de pouvoir les transmettre. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire pendant mes sorties, pendant mes ateliers, c'est de retransmettre toutes ces connaissances qu'on a un peu perdues et que je pense que c'est dommage et qu'on devrait tous se réapproprier, parce qu'en fait,
notre santé nous appartient et je pense on s'est un petit peu trop éloigné de ça et se remettre dans le chemin de la santé, dans l'autonomie de cette gestion de santé, c'est important. Ouais, c'est essentiel. Et du coup, moi, j'ai fait 2 ans de naturopathie. Bon, je suis diplômée, mais bon, voilà, j'exerce pas en tant que naturopathe. Et je me souviens plus du chiffre exact, mais nos enseignants sur les cours de phyto nous avaient donné le nombre de plantes qu'il y a recensées dans le monde. Est-ce que tu peux balancer un chiffre ou pas? Non, j'ai Pas, je mais dirais une bêtise là, mais il y en a énormément. énormément, hein. Mm. Je me souviens plus du chiffre, mais c'était vertigineux. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est d'une telle diversité, d'une telle richesse, d'un tel potentiel. Alors évidemment, il y a beaucoup de dangerosité dans les plantes. Il ne faut pas croire que, Oui. voilà, parce que justement, on fait des études pour ça. Parce qu'il y a tellement de plantes qui se ressemblent que ça peut être extrêmement toxique. Puis même les plantes entre elles. Bon, si on mange une carotte et un artichaut ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, on sait les reconnaître. Non, mais ça fait partie de la nature. Et ben la carotte, il y a eu plein d'accidents avec des carottes sauvages quand Ah même. ouais? Raconte. Oui, et ben la carotte sauvage ressemble, enfin fait partie de la famille de la ciguë. Donc il y a la grande ciguë et la petite ciguë qui sont deux plantes mortelles. Oui, Il alors la suffit fleur. de quelques grammes, voilà, Ouais. pour pour mourir en fait avec la ciguë. Et donc il y en a beaucoup qui l'accueillent et la carotte sauvage. Et il y a eu beaucoup de confusion. Je sais qu'il y a alors l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait eu comme 150 cas de morts par accident de cueillette. Et la majorité, c'est à cause de la ciguë et souvent c'est une confusion entre la carotte sauvage et la ciguë. Et donc un des marqueurs clés pour reconnaître, faire la différence, la carotte, elle est poilue, la ciguë, elle est sans poil. Ok. Et ensuite, la carotte, la racine, si on la gratte, elle a évidemment l'odeur de carotte. Ouais. Et si on gratte la racine de la ciguë, elle a, selon la ciguë, pas d'odeur ou une odeur pas très agréable. Ok. Donc, voilà. Bah, Normalement, ça peut se bah oui, reconnaître. ouais, je me suis retournée parce que j'ai acheté un tout petit bouquin, mais je vais aller le chercher. Voilà. Déjà, j'avais montré celui de Carole Minclair, qui est pharmacien, docteur en pharmacie. Oui, Hein, je sais pas si tu l'as vu passer le poste. j'ai vu, oui. C'est un, Il a l'air super, ce il livre. est Je l'ai pas, super. moi, C'est un mais très très beau bouquin, mais vraiment magnifique. Et je me suis acheté cette petite chose-là il y a à peu près 3 semaines. Euh, très très chouette. Et il a l'air, ouais. il y a des petits dessins, des petites illustrations pour justement montrer les plantes. Et il y a justement l'affaire de la ciguë et de la carotte. Mm. Et tu vois, il y a des fougères. Enfin, j'imagine que toi, tu as des ouvrages, peut-être. Là, je parle de vulgarisation, hein, parce que sinon. Mais tu vois, il y a toutes les marguerites. C'est super bien fait, je trouve. Donc, c'est une petite Mm. édition qui s'appelle Ulmer. Hein, je pense que tout le monde a déjà Ah entendu oui, parler. elle est quand même connue comme Ouais, édition, oui. ça coûte 10 balles. Tu vois, je me dis ça pour aller se balader. C'est Mm. vachement chouette pour bon après voilà vaut mieux faire gaffe à ce qu'on fait aussi hein, mais je trouve qu'il y a voilà tu vois il y a tous les pissenlits et Ouais. si je retrouve la carotte je vais te la montrer. Mais c'est vrai, du coup, pour reconnaître, enfin, si on n'est pas sûr à 100% de sa reconnaissance et de son identification, surtout ne pas cueillir et ne pas ingérer. Ouais. Et normalement, on peut montrer, enfin, les pharmaciens sont censés être formés à ça. Ouais, Et donc, on peut aussi, en cas de doute, exactement. montrer à une pharmacie les plantes qu'on a cueillies. Après, ce qui est bien, c'est un peu comme les C'est ce que j'allais champignons, dire. de pas cueillir toutes, Ouais. toutes les plantes et tous les champignons. Bah Quand on oui, ne connaît pas, on en cueille un spécimen et puis on le montre et puis on y retourne éventuellement si c'est intéressant d'y carrément. retourner. Tu vois elle est là la carotte. Ah oui. Bon après on voit pas poilu pas poilu hein, mais bon faut le regarder en détail mais donc voilà j'avais envie de rebondir là-dessus. Donc alors tu nous as préparé des choix. Oui. Alors, je vous ai préparé quelques petites plantes. Alors, la première, parce qu'elle est de saison, c'est celle-ci. Alors, peut-être qu'on verra mieux. J'en ai cueilli. Hop, voilà. Je ne sais pas si certains la reconnaissent.
Bah, moi, j'ai envie de dire quelque chose, mais bon, je sais pas, ça me fait penser au millepertuis. Oui, c'est Ok. exactement ça. C'est le millepertuis. Donc c'est une plante qui est quand même de saison. Là, en ce moment, elle est très très fleurie. Ouais. Et donc elle a plusieurs propriétés. Alors, elle a des propriétés en externe. On peut faire un macérat d'huile solarisée qui devient de cette couleur. Rouge, Voilà, exactement. rouge flamboyant. En fait, c'est la molécule, le principe actif qu'il y a dedans qui s'appelle l'hypéricine, qui est rouge et qui donne cette couleur. Et d'ailleurs, en fait, si on observe la fleur de près, vous pouvez observer des petits points noirs. Bon, alors là, ça se verra pas du tout Bah, à la caméra. ça dépend, peut-être que ton truc va faire le point à un moment Ouais, je donné. sais pas si... Ben non, ça ira pas. Non. Mais bien tenté. Donc, on peut voir sur les pétales des petits points noirs. Et donc, c'est la même chose, en fait. De l'hypéricine, en fait, concentrée. Et donc, il y a 16 espèces de Waouh, millepertuis. ok. Voilà. Donc, le médicinal, c'est Hypericum perforatum. Et donc, pour le reconnaître, alors là, c'est pareil, je sais pas si on va voir à la caméra, mais sur les... Non, Leur montrer ça aussi. met pas au point. Donc, sur les feuilles, en fait, sont perforées. Ouais, Si on met la feuille en direction du soleil, on voit plein de petits points. ok. Et Des petits ensuite, trous, des petits points, tu veux alors dire des petits points. ça fait comme des petits trous. Et en fait, on a l'impression que c'est des petits trous, mais là, c'est pareil, c'est des poches Ok, d'essence. Donc, on voit les rayons du soleil passer à travers. ok, Et donc, ça fait penser aux trous. C'est pour ça que ça s'appelle perforatum, ok. pour perforer. Il y a d'autres hypericums, enfin donc d'autres millepertuis qui sont aussi perforés. Donc l'autre chose pour le reconnaître, c'est les points noirs sur les pétales. Ok, Et ensuite, la tige, quand on passe le doigt, on sent des angles. ok. Voilà. Et donc là, on est à peu près sûr d'être sur du millepertuis Quand tu, euh, ouais, quand tu parles hyper. d'angle, tu veux dire que c'est une espèce de tige un peu carrée ou Alors, elle n'est pas forcément carrée. La tige carrée, c'est spécifique d'une autre famille de plantes. ok, Mais elle fait vraiment sur le côté, tu sens comme un angle, tu vois, un angle de table, ou, enfin en plus ok, petit bien ok, sûr, mais d'accord, ok, voilà. ok. Bon, bah Et c'est donc précis. après, il y a plusieurs millepertuis qui sont utilisables pour faire cette fameuse huile macérée. Et donc cette huile, elle protège, enfin, elle aide à lutter contre les brûlures, contre les coups de soleil. Donc elle est très très utile en période estivale. Et d'ailleurs, j'organise un atelier la semaine prochaine, le lundi et le mercredi, pour apprendre à faire cette Trop bien. huile et accueillir le millepertuis. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Euh, voilà. Et donc, il y a aussi un autre type de millepertuis que l'on voit souvent, c'est celui-là. Et lui, c'est un millepertuis ornemental. Ok. Voilà. Donc là, il sert pas. Mais c'était pour le montrer parce qu'on le voit souvent en ce moment, il est en fleurs aussi. Donc, pour voir la différence entre le sauvage et l'ornemental, la fleur est quand même beaucoup plus petite. Bah oui, rien à voir. Ouais. Et le millepertuis s'utilise aussi en interne. Donc, il va aider contre les états C'est un, dépressifs. un grand antidépresseur naturel. Oui, Mais, c'est un grand anti. mais pas Oui, à prendre n'importe comment, quand même. Hein. c'est ce que j'allais dire. C'est que par contre, en interne, il a énormément d'interactions médicamenteuses. Moléculaire. Et donc, il va interagir avec les antidépresseurs chimiques, les anxiolytiques, tout ce qui est contraception aussi, et puis plein d'autres listes non exhaustives. Mais voilà, donc il faut vraiment, si vous voulez prendre du millepertuis en interne, demander conseil à votre médecin. C'est super important. Et du coup, la forme galénique la plus connue, parce on fait pas de la tisane de millepertuis. Alors, ceux qui connaissent le Ils millepertuis peuvent peuvent se le faire de faire. la tisane Ok, en cueillant et en séchant. ok. Ça marche. La forme la plus commune, de toute façon, c'est le macérat Ouais, huileux qu'on fait en c'est externe. ça. Et après, sinon, ce qu'on peut facilement se procurer en pharmacie, c'est des Oui, gélules c'est ce que j'ai dit. à base de plantes sèches souvent ou des fois d'huile. En Mm. boutique diététique aussi, ça se trouve encore des gélules. Alors, en boutique diététique, sûrement, oui.
Parce que ça fait en fait à partir du moment où c'est en gélule, ça fait partie des compléments de la législation des compléments alimentaires. Et donc là, il y a énormément de plantes qui sont autorisées à la vente. On a un accord entre la France, la Belgique et l'Italie. Ok. Et donc il y a une liste de 1000 plantes qui sont sous cette législation et que l'on peut vendre en tant que complément alimentaire. Rappelle. Il faut savoir qu'en herboristerie classique, il y a que 148 plantes qui sont autorisées à la vente, donc c'est-à-dire en l'état en plantes sèches. Et donc 148 plantes, ça fait pas beaucoup, sachant qu'il y a toutes les plantes condimentaires dedans, donc cumin, gingembre, piment. Ça fait très très peu, ça fait une liste extrêmement réduite. Et du coup, moi j'ai le souvenir, mais je sais pas si tu vas valider ce que je dis. Il y a quelques années, c'était interdit le millepertuis en France et ça a été de nouveau autorisé ou pas du tout? Ça te dit rien? Ça me dit rien. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu cette information. Ok. Mais peut-être que c'était le cas. Ouais, il me semble parce qu'à un moment donné, tu sais, en Allemagne, ce sont des heilpraktiker qui sont comme des naturopathes, médecins un peu plus poussés, qui sont plus herbalistes, on va dire, avec plus de plantes. Et je sais qu'à un moment donné, on allait plus en trouver en Allemagne qu'en France. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on trouve plus ailleurs qu'en France parce qu'on n'est pas, on est un peu les derniers, on est un peu en retard sur le sujet, que ce soit en naturopathie, herboristerie, alors qu'on avait des grandes connaissances, vu qu'on avait, oui, ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai que l'interdiction du diplôme d'herboriste en 1941 a donné un gros coup sur la profession et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues, malheureusement. Oui, on est d'accord. Et tu connais certainement Caroline Gaillet? Oui, bien sûr. J'ai fait un live avec elle et donc je l'ai retrouvée il y a 2-3 semaines pour un événement très particulier. Qui est organisé par une femme exceptionnelle qui travaille aussi en pharmacie et qui est là, qui normalement est là et qui est aussi iridologue et donc qui nous suit là et qui avait réuni tout plein de justement de personnes autour de la nature des plantes. Donc voilà, Coralie Imhoff et que vous pouvez suivre. Je vous invite à suivre parce qu'elle fait des événements autour des plantes. Et il y avait Christophe Bernard, tu vois qui c'est, voilà, qui était invité. Non, il y avait des gens exceptionnels. Donc, il y avait des gens exceptionnels, D'ailleurs, c'était pas très loin de Aix et donc pas très très loin de chez moi. Et j'étais très déçue de ne pas pouvoir venir ce jour-là. L'année prochaine. Vous voir. Oui. Et donc plein de petits producteurs aussi locaux, tu vois, qui font leurs propres huiles essentielles, huiles végétales, tisanes, des graines aussi à planter pour justement des plantes, des fleurs. Donc très très chouette. Oui, ça avait l'air d'être très chouette comme événement. Ouais. Coralie qui me dit merci. Bah oui, mais bon, édition 2024, exactement. Oui. Absolument. Exactement. Voilà, si vous allez voir sur son compte, elle a remis plein d'images. Bon, moi j'ai fait plein de stories. J'ai jamais fait autant de stories de ma vie en l'espace de 24 heures, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était très très chouette. Donc oui, encore il y a plein de gens comme ça qui sont dans le savoir, la connaissance et qui continuent à écrire des bouquins, faire des conférences, des portes ouvertes, des ateliers comme tu fais, du partage pour que ça puisse continuer à se transmettre parce qu'on a besoin. Puis les jeunes générations aussi, elles ont aussi envie de trafiquer les plantes. On est tous un peu plus ou moins sorciers dans ces moments-là. Mais ça commence dans les jardins avec les trucs des parents. Tu sais, on brûle 3 herbes dans un truc et on a l'impression d'être des grands chamans. Mais on fait des potions aussi. C'est naturel, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une autre plante, Kelly, à nous proposer? J'avais une autre plante parce qu'en fait, je l'ai découvert dans mon jardin naturellement, spontanément, celle-là. Ok. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui la reconnaissent. C'est du jasmin? Non. Oui. Si. Okay. C'est du jasmin, mais c'est pas le jasmin étoilé qu'on a souvent l'habitude. Les feuilles sont pas les mêmes. Ok. Le jasmin étoilé, on a ce qu'on appelle une feuille entière, alors que là, on a une feuille qui est composée. Ok. Et donc, en fait, c'est du jasmin officinal. Ok. Donc, il faut savoir que toutes les plantes que l'on appelle officinales, qui ont officinalis, par exemple, dans le nom latin,
En fait, c'est des plantes qui étaient vendues en herboristerie et utilisées à l'époque. Ok. Voilà. Donc, toutes celles qu'on appelle officinales, en fait, ont des propriétés. Et donc, j'étais ravie de la retrouver. Et en plus, elle a un parfum exquis que je peux pas vous partager malheureusement, mais voilà. Ah, c'est magnifique. Et ouais. Moi, j'en ai chez moi. Je me suis acheté un pot, tu vois. C'est une fragrance qui est exceptionnelle. Et c'est celle-ci qu'on utilise aussi pour faire l'huile essentielle? Alors, pour l'huile essentielle, je pense que c'est celle-là. Je suis pas certaine, mais Ok. voilà. Et moi, je voulais aussi la partager ce soir parce qu'en fait, je trouve que cette odeur, elle est ultra apaisante. Enfin, elle est vraiment, c'est une odeur qui est rassurante, je trouve. Et les plantes aussi pour gérer ses émotions. C'est un super outil au niveau olfactif, que ça soit avec les huiles essentielles ou juste en fait avoir des plantes que l'on aime dans son jardin et aller les sentir, aller les toucher. Je trouve que c'est un super, voilà, se reconnecter à la nature et à la terre. Ça aide vraiment pour le stress voilà. Complètement. Et le Et, jasmin, c'était ma et découverte. ouais, bah, elle fait penser aussi un peu bah, au petit grain bigarade, ce genre de plante qui a une petite odeur très, très douce. Bon, tout le monde n'aime pas ces odeurs-là, mais Mm. enfin, ouais, en règle générale, c'est rare qu'on soit rebuté par ce type d'odeur. C'est très délicat, très fin. Oui, Très doux et ça apaise énormément. Et du coup, j'ai envie de donner un petit tips, je ne sais pas si tu seras OK, mais pour ceux qui n'ont pas de merci. jardin, parce que c'est pas le cas de tout le monde, tu vas dans les villes, Oui, bien sûr. ouais, on peut aller se balader dans des jardineries. Moi, je me Mm. rappelle quand j'habitais Paris, j'ai habité plus de 30 ans à Paris, hein, j'allais dans des jardineries, alors soit avec des noms un peu connus, mais ou des trucs aussi où il y avait aussi des choses organisées pour les enfants où on peut aller se ressourcer aussi dans ces endroits-là pour aller découvrir des plantes, même discuter avec le vendeur. Mm. On apprend plein de trucs. Enfin, je trouve que c'est aussi, même chez un fleuriste, hein, dans une grande ville, quand Oui. on n'est pas en connexion avec la nature. Enfin, je sais pas, mais moi je m'émerveille des fois, tu sais, quand on voit du béton et qu'on voit une petite pousse arriver, je fais Ouais. oh, c'est trop mignon. Bah, non, mais tu te dis la force de la plante pour arriver quand même à survivre en ville, Ah ben, c'est ça, c'est sûr qu'elles ont une force et une résilience exceptionnel. incroyable, certaines qui arrivent à percer le béton, les murs. Il y en a, ouais, c'est vraiment fort, Ouais, quoi. Impressionnant. Moi, elle ouais. m'impressionne toutes ces Et plantes. c'est très très impressionnant. Et ben, il y a pas longtemps, bah, c'était l'année dernière, Chicory à Nice, Mm. que j'ai trouvé comme ça vers un tramway dans le nord de Nice. Tu sais, tu as, des carrés où tu as, l'arbre qui pousse et puis bah, tu as des grilles autour de l'arbre. Et là, bah, elle est arrivée, je sais pas comment, mais très présente, tu vois. Mm. Donc c'est chouette. Puis Verveine aussi que j'ai vu, j'avais fait un petit reels comme ça il y a plusieurs mois. Mais c'est toujours magnifique de bah, bon après moi je suis branchée bac, hein, mais j'aime la nature. Oui, Donc, voilà. mais verveine, on la retrouve très souvent hein, dans les villes. Elle est très 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 présente. Ouais. Et et chicory aussi. Je pense que c'est celles qu'on retrouve le plus. Et après, en arbre, on a bien sûr les marronniers en général qui sont présents. Le rouge et le Donc blanc. en fonction, ouais, le rouge et le blanc. Voilà. C'est Et vrai que c'est les quatre, je pense, les plus communes alors dans les villes. alors Et peut-être Cerato aussi. Cerato, alors c'est pas toujours le bon Cerato, ça dépend Mm. parce que c'est Césara Tira, je me rappelle plus du nom en latin. Il y a de l'olivier, bah, ça dépend d'où on se trouve. Oui, À Lille, à Strasbourg, je pense pas, hein, mais dans le sud de oui, la ouais. France, oui. Moi, j'avais vu aussi à Nice Wild Rose, Mm. un petit, voilà, c'est un arbuste qui n'existe plus parce que ça a été démoli depuis, ils ont construit d'autres choses, mais c'était en sortant de la gare de Nice-Ville. J'avais découvert cette fleur-là, j'étais extrêmement touchée de la voir ici. Ouais. C'était assez surprenant. Et C'est vrai que c'est surprenant parce que j'ai jamais vu en ville. On la croise très très souvent en forêt. Par contre, c'est Wild Rose, c'est l'églantier. complètement. Et donc elle est très très présente. Mais c'est vrai qu'en ville, je l'avais jamais vue. Ouais. Et moi, du coup, tu vois, elle est vraiment venue me travailler parce que je travaillais voilà, à Monaco, je prenais le train et j'avais cet aspect en moi complètement résigné, fataliste, où je me bougeais plus du tout sur plein de choses. Voilà la fleur Wild Rose.
Et cette fleur-là, en sortant de la gare, tu vois, genre 18h30, tu rentres du boulot, et elle m'a réveillée. Ça a été mais exceptionnel de la voir parce que j'étais tellement surprise. J'étais à 10 000 lieues de penser qu'il y aurait cette fleur-là sur ma gauche en rentrant, alors que ce trajet, je le faisais tous les jours depuis des années, tu vois. Et là, ça m'a Et là, c'est réveillée complètement. ouais, Ça m'a sorti de mon espèce d'endormissement, de routine, tu vois, tu vois, voilà. Donc j'ai l'impression qu'elle était là vraiment que juste pour moi, en fait, hein. ouais, que pour ça. C'est ça. Mm. Et là, en ce moment, on croise beaucoup d'agrimonies, Oui. chicory, wild rose. Encore, c'est un peu la fin de la floraison. Moi, j'ai vu Clément aussi. Il y a le châtaignier aussi qui est très en fleurs et j'en ai séché un Trop pour l'herbier. Voilà. magnifique. Donc, il est Chestnut. tout aplati. En fait, c'est ces petits. On voit des petites choses un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ouais. C'est très très beau. Et donc, en fait, ça, c'est les fleurs mâles ici. Oui. Et la fleur femelle. En fait, il y a deux types de fleurs et la fleur femelle, elle est là. Là. Ok. Voilà. Ça, c'est la fleur femelle. Donc, en fait, c'est ça qui va devenir une châtaigne. Ok. Donc là, il y en a 3. Et là, c'est les fleurs mâles. Donc, avec tout le pollen. Ok. Ben, en fait, voilà. c'est celle-ci qu'on voit. Ce sont les mâles. Hein. Et ben, voilà. Toi, tu as les mâles. Et en haut, il y a aussi les femelles. Tu as les deux sur ta photo. Ouais, là-haut. Ouais. Ok. Très chouette. Bah, merci pour ce détail. C'est vraiment parce que c'est vrai que quand on apprend les fleurs de bac, pour le coup, on apprend la partie émotionnelle et on ne rentre pas sur la botanique. Alors après, voilà, tu le sais, on raconte des petites anecdotes qu'on appelle le geste de la plante. C'est l'observation, voilà, de la façon dont les plantes poussent dans la nature et ce qu'elles peuvent signifier aussi en termes, je sais pas si on peut dire d'anthropomorphisme, mais des intentions qu'on prête aussi à la plante. Tu veux nous en parler un petit peu de cette histoire-là? Mais je pense que celle qui image le mieux ça, c'est Clématite. Enfin, Clématis. Ou impatience aussi, hein, elle parle bien de ça. Impatience aussi, c'est vrai, mais je pense qu'impatience, on la croise moins quand même. C'est clair. On la voit moins. Voilà, Clématite. Et ouais. Donc Clématis, c'est une liane. Et puis elle a tendance à aller très très haut, très très haut, très très haut, et à un peu aller dans les nuages en fait. Et elle fleurit souvent en hauteur. Et typiquement, enfin l'émotion liée à Clématis, c'est être dans la rêverie et puis voilà, être un peu dans son monde, déconnecté du moment présent. Eh ben, j'ai fait une vidéo YouTube il y a plusieurs mois que j'ai postée alors, dans les playlists. Il y en a une, je sais plus comment je l'ai appelée la playlist, mais c'était pour reconnaître les plantes. Et c'était près de l'aéroport de Nice. C'était il y a plusieurs années. Il y avait tout un grillage qui était là. Évidemment pour tu vois la partie vélo et la partie aéroport quoi. Et j'ai vu Clématis, donc je me suis arrêtée en vélo, j'ai fait un petit truc en arrière et j'ai pas arrêté de filmer. Et on voit bien qu'elle monte sur cette grille et qu'elle est encore en train de s'échapper. Donc si vous avez envie d'aller la regarder. Et c'est rigolo parce que j'ai préparé un Reels pour demain sur Clématis que j'ai fait justement du côté de l'événement qui était que Coralie avait mis en place. Et du coup, j'ai filmé. C'était vraiment le jour de mon arrivée. Où je suis arrivée au gîte et il y avait Clématis, donc vous la verrez demain. Et elle est très très caractéristique. Effectivement, il y a cette grosse liane qui est bien solide et puis il y a le côté qui s'échappe de la réalité. Oui. Et donc, on en trouve deux, en fait, à l'état sauvage de Clématis. Il y a la Clématis vitalba qu'on utilise donc pour les fleurs de bac. Enfin, voilà, c'est celle-là. Et il y a aussi la Clématis flammula. Et donc, en fait, la différence, c'est si on croque dans une feuille, sans l'avaler, bien sûr, la feuille de flammula, elle va piquer le bout de la langue. Un peu comme si on avait croqué dans un piment. C'est assez rigolo.
Et puis, alors que la Vitalba, pas du tout. Côté flammula, du côté flamme dans la bouche aussi, c'est ça? Voilà, c'est Hein, ça. C'est exactement pour ça j'adore. qu'elle s'appelle Flammula. C'est parce qu'elle, Ça ce brûle, côté flamme, c'est clair. ça brûle. Ouais. Alors Exactement. du coup, impatience, moi je dis toujours, et je l'ai lu dans plusieurs bouquins, qu'il y a 900 espèces, plus de 900 espèces d'impatience. Ça, Ouais. c'est l'impatience glandulifera. Et quand j'en parlais sur le fameux geste de la plante, moi j'ai eu la chance de la voir au Centre Bac. Alors elle fait ce qu'on voit là, des espèces de petites gousses en fait. Et quand on l'effleure à peine, elle explose. Et la graine qui est à l'intérieur est contenue part jusqu'à 2-3 mètres. Et donc, c'est aussi la qualité qu'on reconnaît limitante, entre guillemets, enfin positive, c'est-à-dire le côté impulsif, et je vais très vite parce qu'elle est hyper speed. Je crois qu'elle prend plus de 25 cm par an aussi en poussant cette plante. Et donc, dans le côté limitant, évidemment, sur le plan émotionnel, c'est le côté aussi irritable, parce que quand on l'effleure, ça part direct, quart de tour. Et c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur l'impatience, et c'est une des étudiantes que j'ai formée, Marek, qui est conseillère agréée Fleur de Bac, qui m'avait autorisé à prendre ce petit bout de film qu'elle avait fait. Donc, je l'ai passé au ralenti. Donc, si vous voulez aller regarder cette vidéo sur YouTube, vous verrez, on voit bien le ralenti de la graine qui s'expulse, mais de façon prodigieuse, quoi. Donc dans le geste de la plante, on voit bien comment Bach aussi a certainement évidemment beaucoup observé la nature, qui nous donne beaucoup d'enseignements. Et puis sur impatience, c'est vrai que c'est très très flagrant sur ces deux. Et il y a ça. Et Impatience, moi, je l'ai aussi re-rencontré la semaine Ouais. dernière en stage d'herboristerie. Et donc, on l'a identifié. Donc, c'était pas l'impatience qu'on utilise en fleur de bac. Mais je me suis dit, je vais quand même la garder pour la mettre dans mon Ouais. herbier. Et en fait, elle a fané de suite. Ah, ok. Et elle a pas du tout attendu l'eau. Elle s'est dit, tant pis, il n'y a pas d'eau, vite, 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 je fane. Et puis elle a essayé de former son fruit. Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit vraiment, elle est impatiente pour tout cette, C'est cette plante. fabuleux. Non, mais voilà, je veux Mm. dire, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas, je vais pas dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais les plantes déjà, bon, en latin, elles portent leur nom. Alors Vitalba, je sais pas ce que ça veut dire. Vitalba, c'est la vie, je sais pas. Vitalba, c'est qui ressemble à la vigne Ok. et blanche. Ouais. Alba, c'est blanc. Donc, Alba, c'est blanc. Et du coup, c'est vrai que quand on observe la nature, souvent, on a des indications qui sont super. En tout cas, là, sur les 38 fleurs, alors, il n'y a pas toujours des anecdotes sur les 38 fleurs. Et je montre Rock Rose que j'ai eu la chance de voir à mon niveau 2. Moi, j'étais à Vézelay avec mon enseignante, Martine Viniger. Et donc, Rock Rose, j'étais trop contente, je la vois. Et tu sais, je voulais la toucher. Et elle est. Alors, Rock Rose, l'émotion, c'est la peur-terreur. Je l'ai touchée et la pétale est tombée. C'est-à-dire que je ne lui ai pas arraché la pétale, on est d'accord. Hein. Je l'ai juste touchée et bim, elle est tombée. Et dans le geste de la plante, dès qu'il y a un nuage, elle se referme tout de suite. C'est-à-dire qu'elle est, elle est par anthropomorphisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, par métaphore, on pourrait considérer qu'elle est tellement terrorisée qu'il n'y ait plus de soleil. Parce que c'est de l'élanthème, hein, Rock Rose. Donc l'élanthème, normalement, ça se tourne vers le soleil, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Ça ressemble au cyste, donc souvent, c'est un peu pour ceux qui sont du sud, le cyste en général, ça parle. Ouais. C'est la même famille, c'est des cousins assez proches, Oui. enfin des cousines, et donc ça vit, voilà, dans des régions chaudes, avec du soleil, un petit peu sec. Oui. Donc, et du coup, le geste de la plante, on parle de Hippocrate, c'est toutes ces personnes-là, il y a des centaines de milliers d'années qui avaient observé justement, comme on dit, la botanique avec la façon dont elle pousse, c'est ça? Mais la façon dont elles poussent, mais aussi leur saveur. Il y a Socrate et il y a aussi Hildegarde de Bingen. Mais c'est plus récent. Hildegarde, c'est beaucoup plus récent, mais c'est quand même il y a un petit moment. C'est important. Ouais. Et parce que c'était vers le Moyen Âge, si je me trompe pas. Donc ça remonte quand même à un petit moment. Et ils avaient voilà, c'est des personnes qui ont étudié les plantes avec ce qu'ils pouvaient en fait. Donc en observant, en goûtant et en utilisant leurs 5 sens. Et ils avaient décrit des natures
froide, chaude, en fonction de là où elles poussaient, par exemple, si elles poussent dans un milieu sec ou un milieu humide, elles vont plutôt être asséchantes ou humidifiantes. Donc voilà, il y a tout un tas d'observations et de choses qui ont été décrites et qui sont un peu oubliées, mais que par exemple les Chinois, dans la médecine chinoise, ont conservé. Bien sûr. Eux, ça fait des milliers d'années qu'ils étudient et qui ont une description des plantes sous tous ces aspects-là et qu'ils utilisent. Et donc, d'ailleurs, dans la formation que je fais à Underplan, on a aussi un volet en 3e année sur ces informations-là, mais sur les plantes qui nous entourent, les plantes occidentales. Trop bien. Et donc ça, c'est super parce que c'est aussi important de connaître son tempérament. Est-ce qu'on a un tempérament plutôt feu ou plutôt froid pour faire simple, on va Ça dire. fait penser Et donc, aussi du coup, à l'Ayurveda, un petit peu cette notion. Bon, après, médecine c'est un chinoise, peu, Ayurveda, c'est pas très loin. Hein. c'est assez Ouais, proche, oui, dans la façon de penser. Et donc, c'est aussi important d'avoir ces informations-là pour utiliser les plantes, parce qu'on a des plantes, par exemple, qui vont lutter contre la douleur. Il y en a des chaudes, il y en a des froides, les anti-inflammatoires aussi. Et complètement. donc, c'est vrai que si on a de la chaleur, c'est mieux de mettre une plante froide, par exemple. Ça temporise Et et donc, ça équilibre, hein, voilà, ça équilibre. complètement. Et, et ça, c'est super d'avoir ces informations-là. Et Mm. tu parlais Et ça, d'huile. c'est pas Non, scientifique, bah justement, tu comme vois, on pourrait dire. voilà, parce que je reparle d'huile de garde. C'est une femme Mm. qui avait une connaissance, bon, c'est un peu comme Jeanne d'Arc en fait. Hein. Hildegarde, elle a Ouais. été extrêmement inspirée par quelque chose qui n'est pas scientifique. Alors, une connaissance, une préscience. Mm. Voilà, alors il y a aussi beaucoup d'observations, etc. Ok, mais il y a aussi une partie qui lui échappait totalement et qui avait une connaissance et une, enfin, une vérité qui sortait aussi de sa Mm. connaissance, quoi. Alors qu'elle n'avait pas, c'était pas une scientifique au départ, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, non, mais par l'observation, par l'expérimentation, elle a réussi à avoir énormément de savoir. Et maintenant, on y revient Bien, au savoir d'Hildegarde. C'est il y a beaucoup de personnes qui cherchent ses écrits, qui s'en inspirent, qui essayent de voir ce que l'on peut faire avec les plantes qu'elle utilisait. Et c'est super important de retourner aussi aux anciens écrits, parce qu'il y a des choses très intéressantes qu'on a oubliées certainement et qu'on ne pratique plus. Bon, il y a peut-être aussi des choses qui sont pas forcément à récupérer. Et voilà, elle était aussi dans l'expérimentation. Donc, comme toute expérimentation, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Mais c'est quand même une observation beaucoup plus fine parce qu'ils avaient, voilà, ces personnes-là n'avaient que eux pour observer. Les microscopes n'existaient pas, les analyses chimiques n'existaient pas, les laboratoires non plus. Donc forcément, on était beaucoup plus dans l'observation, ils étaient beaucoup plus près du monde du vivant. complètement. En connexion avec le végétal. Et c'est Mm. vrai que nous, on a aussi ces observations, parce qu'en fait, bon, ok, tu es docteur en sciences des plantes, voilà. Mais tu vois l'observation que tu as faite de cette impatience que tu as récupérée pour mettre dans ton herbier, Mm. qui est morte tout de suite, enfin, qui n'a pas attendu un peu d'eau. Enfin, Ouais. c'est aussi ça, d'être dans cette observation, de prendre ce temps aussi de regarder ce qui se passe. Hein. Oui, On a des infos, mais mais autant. bien sûr, on en a plein des infos et c'est vrai que au fur et à mesure que je suis avec les plantes, que je suis dehors, que je les observe, que je les cueille, que il y a énormément de choses qui se passent en fait. Et Je il parle. y a tout un volet de la connaissance. Oui, parfois j'ai Bah, l'impression d'avoir des amis, oui, c'est clair. de retrouver des amis dans la forêt et de me dire. Et puis enfin maintenant, quand il y a des plantes que je connais pas, je me dis ah mais c'est qui elle? Quelle est cette personne presque? C'est ça qui me passe dans la tête alors que voilà, c'est une nouvelle plante. Mais c'est vrai que maintenant c'est devenu ouais, comme des vieilles copines à qui je redis bonjour et que je recroise dans la forêt quand je vais me balader. C'est Et chouette. c'est aussi chouette. Ça. Et Ouais. du coup, tu as, enfin, c'est une question, je ne sais pas si c'est intéressant, mais tu as une connaissance de combien de plantes? Euh, j'ai pas compté. Je dirais quoi? Une cinquantaine, une centaine? Hum, je pense que je m'approche plus de la Oui. centaine, euh, mais j'ai pas compté. J'en ai au moins, j'en ai une cinquantaine en bocaux chez moi, de Oui. sûr.
Oui. Et puis, il y en a plein d'autres que je connais et que je cueille pas forcément. Donc, oui, je pense qu'on doit être autour de la centaine de plantes. Et du coup, quand tu dis que tu en as une cinquantaine en bocaux, c'est que pour faire des huiles végétales, des expérimentations, ouais, en bocaux parce qu'elles sont séchées que tu vas prendre des tisanes. Oh, C'est quoi oui, exactement l'idée? voilà, c'est ça. C'est en bocaux et je fais des tisanes déjà pour moi-même Mhm. dans un premier temps. J'ai fait plusieurs expérimentations aussi au niveau des huiles, des alcoolatures, donc c'est des macérations de plantes dans de l'alcool. Enfin, tout un tas de formes galéniques en fait, de transformation de plantes. Et puis j'en ai maintenant récolté cette année plus pour pouvoir faire les ateliers. Oui. Donc des ateliers de transformation cet été et puis cet hiver, ça sera des ateliers tisane autour d'une thématique. Par exemple le système ostéo-articulaire, les femmes, voilà les problèmes de stress, de sommeil. Enfin voilà, il y a tout un tas de. J'ai pas encore élaboré le planning précisément, mais voilà, l'idée c'est de présenter toutes ces plantes séchées, comment on peut les mélanger, comment on fait une tisane pour qu'elle soit active, belle, bonne, voilà. Et ouais, faire comprendre Donc voilà. aussi la différence entre l'utilité aussi de faire sécher ou de prendre des plantes fraîches. Par exemple, quand on prend de la menthe, on peut la prendre sèche, mais on peut aussi prendre, comme, Je voilà, l'ai là. tu arrêtes, hein, Voilà. on est connecté quand même. Euh, Ouais. ouais, voilà, l'Afrique du Nord, souvent ils prennent voilà, de la menthe et on se fait du thé à la menthe. Enfin, je dis on, voilà, moi j'adore ça, mais En et, fait, et on peut faire les deux. mais bien sûr, on peut faire les deux. En fait, typiquement, sécher les plantes ou les transformer, c'est vraiment pour les avoir toute l'année et pour les conserver. En fait, on a commencé à faire sécher les Oui, plantes pour les oui. conserver parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines plantes dont on avait besoin à des moments où elles n'étaient pas forcément là, Mhm. même si très souvent, on remarque que les plantes poussent et sont accessibles au moment où on en a besoin. Mais c'est vrai que c'est la magie de la nature, ça aussi. La magie de notre Mm. âme aussi, qui est Oui, vraiment guidée pile poil au bon moment, bah, comme moi avec Wild Rose, hein, les ouais. moments où on est vraiment connecté, je pense, à cette écoute aussi Mm. de notre âme qui va vraiment, comme Bach a fait la même chose. Hein. Il a été vraiment guidé. Tu as lu les découvertes médicales du docteur Bach par Nora Wicks ou pas? Oui, Parce ouais. qu'elle raconte bien tout ce cheminement et tout Mm. ce processus de découverte des plantes pile poil au moment où il le fallait. Oui. Et ça, c'est vraiment la magie de notre âme hein, qui nous guide exactement là où il faut pour soigner nos bobos corporels, hein, parce que les plantes, elles soignent évidemment le corps. Et puis là, sur l'émotionnel, avec les fleurs de bac. Donc, très chouette. Mm. Et ben, j'ai justement rencontré le tuilage cet Ok. hiver quand j'avais mal à la gorge. Et Mm. oui. Voilà. Et donc, c'est une plante, en fait, la fleur pousse avant la feuille et c'est la fleur qui active et elle agit en partie sur les maux de gorge, qu'elle fait partie des 7 plantes qu'on appelle les 7 fleurs pectorales et Ok. qui travaillent sur les maux de gorge et aussi un peu sur la toux. Ok. Et donc, je l'ai rencontrée voilà, lors d'une balade en forêt quand j'avais mal à la gorge. Magnifique. Et du coup, t'as pas de Ouais. photo là, t'as rien à nous montrer. Alors, j'ai peut-être dans mes petits pots à côté de moi. Parce que quand tu dis qu'elle fait Euh, partie des 7 plantes pour les maux de gorge, il y a oui. quoi? Il y a le thym. Alors, alors là, c'est les 7 fleurs qu'on appelle les fleurs pectorales et le thym n'en fait pas partie parce qu'en fait, c'est les 7 fleurs qui vont adoucir et être antitussives. Ouais. Voilà. Ok. Et donc le thym, il est plutôt antiseptique. Antiseptique. Il va agir vraiment sur la sphère pulmonaire, Voilà. respiratoire. Je pensais plus à le côté expectorant en fait, et donc Ouais. on n'est pas là-dessus. Ok. Donc la fleur de tuilage, voilà, elle ressemble à ça. Une petite fleur jaune. On dirait l'hélichrysum. Enfin, je sais pas, non, ça n'a rien à voir, mais Alors elle ressemble un peu au pissenlit, ok. mais ah ben parfait. J'ai mon herbier aussi à côté. Alors Ah, voilà. trop bien. Parfait. Voilà, donc ça c'est la fleur là qui a un côté un petit peu pissenlit et là c'est la feuille qui pousse Ouais. plus tard. Ouais.
Voilà. Donc c'est le tuilage. Et les autres plantes qui font partie des plantes pectorales, alors on a le coquelicot, donc les pétales de coquelicot, Ok. le bouillon blanc, qu'on appelle aussi molène, donc le tuilage, la prime vert, Oui. Ça me rappelle. que l'on appelle aussi coucou. Ouais. Je sais, le coucou, souvent, ça parle plus. Ensuite, on oublie toujours. Il y a le pied de chat aussi qui est donc le tuilage et le pied de chat, ils sont pas autorisés à la vente en herboristerie. Ok. Et ensuite, j'en oublie tout le temps deux. Mais elles sont trouvables sur La Internet. mauve, dit Coralie. Oui, la mauve, exactement. Et donc, il y en a une dernière. Moi, j'ai tout oublié de mes Euh, cours quasiment. mm, Ok, ok. voilà. Bon, bah écoute, c'est cool. On a appris plein de trucs. Il est quelle Et heure? la guimauve, sûrement, Delphine. Merci. Ah ouais, bah, c'est ça. Et pourtant, c'est pas très compliqué à oublier, mais Mais quand il y en a toute une liste comme ça, on en a toujours. Enfin, moi, je sais que je suis pas très forte dans les listes à réciter par cœur. ouais, c'est J'en oublie compliqué. toujours une. Ouais, parce que des fois, Mm. on est plus familier avec certaines, et puis du coup, Oui, voilà, on a toutes un peu nos plantes fétiche. fétiches. Bah là, par exemple, il y en a 7 qui marchent en tant qu'antitussives, émollientes. Moi, je sais que je vais aller facilement vers le primevère et le coquelicot. Et puis, il y en a d'autres, c'est plutôt la mauve, leur chouchou. Donc, C'est ça. voilà. Mm. Ouais, parce qu'elles ont des spectres sensibles, voilà, communs, et puis d'autres parties, et donc voilà, Mm. c'est Et puis, elles n'ont pas toutes la même action sur chacun. On l'explique pas, mais il y a des plantes qui vont mieux agir sur certaines personnes que sur d'autres. Donc après, c'est bien aussi de faire des tests. C'est pas parce qu'une plante ne marche pas que toutes les plantes ne marchent pas sur nous. C'est peut-être que juste on n'a pas trouvé la bonne plante pour notre problème. pareil pour les fleurs de bac. Tu vois, je disais Mhm. il y a pas longtemps. Il y en a qui me disent ah mais je suis pas réceptive aux fleurs de bac, c'est comme l'homéopathie. Ben, moi je pense que c'est pareil avec les plantes, tu vois, on peut pas dire je suis pas réceptive aux plantes, je suis pas réceptive à la carotte. Je pense qu'on n'a pas trouvé le bon aliment ou on fait pas attention aussi à ce qui se passe parce que je pense que le corps il est réceptif absolument sur tout et voilà, après c'est choisir les bons ingrédients, ça nous permet d'être Mhm. réceptif aussi sur la voilà, sur les retours qu'on peut en faire avec les attentes qu'on a aussi, hein. Mhm. Et puis pour les fleurs de bac, est-ce que on a pris la bonne qui correspondait à notre émotion? Qui c'est qui nous l'a conseillé? Parce que de plus en plus, on voit sortir des mélanges tout faits, sommeil, anti-stress et je ne sais quoi. Mais bon, après, on n'a pas, ça correspond pas forcément Pas du tout même. à l'émotion qui est en déséquilibre chez nous. Ouais, bah c'est Donc pareil, je voilà. veux dire, pour les plantes, tu sais, les sachets qui sont déjà tout Mm. préparés, oui, mais composer aussi des fois ses propres tisanes, c'est quand même pas mal. Ou alors elle est Ouais. composée vraiment par un herboriste, mais faites attention aussi de ne pas vous faire, entre guillemets, avoir avec, bah voilà, maux de gorge, machin, et il y aura d'autres plantes des fois qui vont pas avoir forcément aussi une grande utilité. Voilà, et leur place n'est pas forcément Mm. non plus justifiée. Donc tout ce qui est en général complexe, vraiment essayer d'éviter parce que c'est pas toujours des réponses très affinées à nos attentes finalement. Mm. Ben, ça correspond bien à la société d'aujourd'hui où on a envie d'avoir tout de suite, qui correspond à ce qu'on veut. Et c'est vrai que des fois, ça prend plus de temps d'aller consulter la bonne personne qui va nous donner le bon mélange et les bons conseils. Mais je pense effectivement que c'est important pour avoir quelque chose d'adapté et qui marche, enfin qui fonctionne. Exactement. Que ça soit pour les fleurs de bac, aller voir des conseillers Pour agréés ou l'homéo, pour les plantes, aller voir des pareil, herboristes ou pour l'homéopathie, c'est pareil, aller voir des homéopathes, bien que ça soit de plus c'est en rare. plus rare. Ouais, Oui, parce que eux aussi, ils ont eu le droit à la chasse aux c'est sorcières. Mm. ça. Ouais, Mm. moi, j'ai toujours été dans l'homéopathie. Voilà, enfin, ouais, ça fait 40 ans que je suis là-dedans et franchement, c'est exceptionnel, quoi. Mais c'est pareil, il faut tomber sur un bon homéopathe parce qu'effectivement, on peut ne pas avoir de résultat, mais la plupart du temps,
ça fonctionne parfaitement bien, quoi. Donc, je pense qu'on n'a pas de récepteur. Tu sais, c'est pas comme les récepteurs GABA dans notre cerveau. On n'a pas de récepteur à homéo, récepteur à plante, récepteur à fleur de bac. Non. Je vous dis, ça se passe pas comme ça dans notre tête. En général, les gens comprennent quand je parle de ça parce qu'on n'a pas de récepteur. En fait, on est réceptif à tout. Et des fois, je pense que c'est aussi pour nous de revalider les croyances, du genre, ah, tu vois, ça n'a pas marché, donc je suis impatient, donne-moi un truc qui marche. Oui, donc là, voilà, on est bien Impatience. Non, mais tu vois, c'est ça. Ou alors, ça revalide le fait que de toute façon, ouais, c'est trop doux pour moi. Non, les plantes, c'est hyper puissant. Les fleurs de bac, pareil. Et l'homéo, pareil. Donc, tout est OK. Et l'homéopathie, c'est issu de beaucoup de souches aussi de plantes, entre autres. Hein. Mais après, ce qui est bien avec les fleurs de bac et l'homéopathie, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication et qu'il n'y a pas d'effets secondaires et voilà. on peut pas se tromper. Alors que oui, on peut pas se tromper. Enfin, si on se trompe, ça fait rien, voilà. Mais ça fait pas de mal. Alors que les plantes, quand même, c'est bien de demander un avis médical ou un avis à un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien les plantes. Parce que comme on le disait, par exemple, tout à l'heure pour le millepertuis, qui a énormément de contre-indications d'interaction médicamenteuse, donc c'est important de bien se renseigner, de pas faire des tests tout seul dans son coin. Faire attention. Voilà, ouais. Parce qu'on a des plantes comme la bourrache, par exemple, qu'on trouve facilement et les gens savent que ça se mange. C'est vrai que si on en mange beaucoup, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle une molécule qui est un alcaloïde pyrrolysinidique et à forte dose, ça peut attaquer le foie. Donc bien sûr, si vous faites des salades avec 4 fleurs de bourrache dans votre salade, on risque rien. C'est plutôt si on mange une tasse de bourrache tous les jours pendant une longue période, où là, ça peut commencer à avoir des effets sur le foie. Ouais, et ça, il y a que la connaissance. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va inventer. Hein. C'est pour le coup, voilà, si, comme disait Kelly, allez voir votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr. Et vraiment, jouez pas à l'apprenti sorcier parce que chaque année, il y a des gens qui se retrouvent aux urgences avec des troubles voilà, intestinaux ou autres. Hein, donc, et puis, plus. Le pharmacien ou le médecin ou l'herboriste. Exactement. Oui, bah oui. Non, mais quand on n'a pas d'herboriste, oui, mais évidemment. Je suis en train de chercher la bourrache, mais voilà, elle est là. Cette petite fleur bleue là, ici. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. On la voit souvent maintenant dans les plats des grands restaurants. Ouais. C'est la nouvelle mode sur les photos. De mettre des fleurs maintenant dans les plats. C'est vraiment chouette. On fait de très très jolies choses. C'est très joli. Oui, parce qu'il y a des plantes, évidemment, des fleurs qui sont comestibles. Oui. C'est très agréable. Une dernière chose, Kelly, c'est OK pour toi? Oui. Oui. OK. Une dernière plante? Ah, je sais pas, comme tu veux, ou une dernière info. Bah, si tu as encore une autre plante, moi, je suis preneuse. Hein. Eh ben, j'avais cueilli celle-là. Oui. Aussi, bon, alors là, elle est pas très spontanée, celle-là. Elle était sur ma terrasse, mais je la trouve tellement jolie. C'est la passiflore, et elle est vraiment magnifique. Elle est sublime. Ouais. Et donc, elle est très utile pour le stress, les insomnies. Moi, j'en avais pris en teinture mère et parce que j'ai tendance à avoir ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête avant de dormir. Et elle avait été très efficace. Donc, voilà. Et comme elle est vraiment très très belle, je voulais vous la présenter. Et ben, du coup, il y en a à Nice aussi, tu vois, dans les fleurs qu'on voit dans les villes. Oui, ça arrive de voir celle-ci. Ouais. Et du coup, je suis en train de chercher la rumination mentale en fleurs de bac, qui s'appelle White Chestnut, qui est un peu le pendant de la passiflore en phyto. Bon, après, les fleurs de bac, ça fait partie de la phyto, hein, mais là, on n'est que sur la partie émotionnelle. Et donc, elle ne va pas nous faire dormir, mais elle va nous accompagner à lâcher aussi un peu nos pensées, le mental, et tout ce qui peut nous obséder aussi émotionnellement, parce qu'on ressasse le truc, quoi. Oui. Sauf que la passiflore, elle a double effet qui se coule, parce qu'elle elle a le côté aussi un peu sédatif, quoi. Endormissement. Donc, après, on peut très bien boire un verre de passiflore, avec notre teinture mère de passiflore et quelques gouttes de fleurs de bac. C'est pas incompatible. De White Chestnut, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup
Coucou Kelly, donc je vais mettre cette vidéo-là en replay et puis je vais la mettre sur ma chaîne YouTube comme la dernière. Oui, Et puis si tu as envie après toi partager et que les gens regardent, bah écoute, avec ça marche. plaisir. Puis j'irai remettre tes petits liens, etc. Et j'imagine que voilà, sur ton site, tout sera présent sur les ateliers que tu fais, Oui. etc. Alors là, j'ai pas encore publié la liste sur Instagram, Ouais. mais tout est sur mon site internet, sur la page Facebook aussi. Et donc là, pour tout cet été, j'ai prévu donc des balades botaniques, une toutes les 2 semaines, soit le vendredi soir, soit le samedi matin. Et ensuite, j'ai prévu différents ateliers. Donc le premier, c'est la macération huileuse avec le millepertuis. J'ai prévu un atelier autour des douleurs féminines avec l'achillée millefeuille. Un autre atelier autour des comment on distille, faire son hydrolat, son huile essentielle, quelle est la différence entre les deux, comment ça se passe au niveau chimique. Et le dernier atelier de l'été, je clôture avec le meilleur pour la fin, c'est préparer son propre élixir floral. Donc Et donc ce voilà, sera, préparer sa fleur de bac. sera Et laquelle donc ça sera au choix en fonction de ce de que ce qui parle le plus. Voilà. Et non, il y aura dessus, il y aura chicorée et agrimony. Ouais. Et sûrement verveine. Ok. Voilà. Donc après, ça sera, je présenterai les différentes fleurs et Verveine. chacun fera, oui, verveine. Je vais montrer Agrimony, parce qu'on on a montré Chicorée tout à l'heure, mais ça c'est la fleur d'Agrimony. Bon, elle est en hampe, hein, donc elle est très allongée comme ceci, mais là c'est un gros plan de la fleur. De la fleur. Exact. Donc voilà. C'est pour cet été. Et puis après, il y aura plein d'autres choses à venir. Et donc, après, tu es sur ta 3e année, c'est la fin. Ouais. Dans des plans, hein? Ok. Oui. Parfait. Voilà. Et ben écoute, Merci beaucoup Nathalie pour ton invitation pour ce live. C'était super. Super. C'est un partage qui est très, très enrichissant parce que voilà, on est complémentaires sur plein de choses, donc c'est très chouette. Bah oui. Ouais. Et puis j'aime bien discuter avec toi, c'est toujours un plaisir. Et puis les fleurs de bac, enfin j'en garde vraiment un très bon souvenir de ces formations avec toi, où tu nous as partagé ta passion et qui est très communicative d'ailleurs. Merci. Bah, tu viendras peut-être faire un niveau 3 avec moi, hein? On n'en sait rien. Bah oui, sûrement. Ouais. Quand tu auras terminé tes études, avec plaisir, Kelly. Merci beaucoup, merci pour tout et pour ta grande sagesse, ta connaissance et puis ton désir de nous faire partager ces plantes. Alors, c'était pas en direct dans la rue, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal comme ça, tu vois, au moins tu es tranquille. Ça s'est arrêté l'orage ou pas? Ça a l'air. Ça a l'air. De s'être calmé. Ok. Et merci à toutes ces plantes qui sont rentrées chez toi aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Merci beaucoup Nathalie. À bientôt Kelly. À bientôt. À tous. Merci. Bonne soirée. Ciao. Et merci à tous ceux qui étaient là. Oui. Et à ceux qui regarderont le replay. Exactement. À bientôt. À bientôt.